Alors, pour terminer cet après-midi, on voulait quand même aborder un sujet qui a été brièvement soulevé en début de journée, qui est celui des enjeux RH. Et ça, il faut avouer que c'est un vrai challenge pour les DSI. Pour en parler, j'accueille Jérémy Lemaître. Bonjour. Bonjour, Vous êtes, ça fonctionne voilà, ça impeccable. fonctionne. Vous êtes CEO du cabinet RH et au team. Et on va parler de comment trouver l'équilibre entre les aspirations, les ambitions des nouvelles recrues et puis le temps nécessaire pour qu'ils puissent monter en compétences, en expérience, gagner en seniorité. On se rend compte, j'en discutais avec un DSI récemment, qu'il y a une vraie difficulté, c'est que le rythme des sollicitations est tel que ces ressources, finalement, elles partaient au bout de 5 ans, maintenant 4 ans, 3 ans, on en est quasiment à 2 ans. Vous me disiez même au téléphone, parfois, c'est 1 an et demi et que ça devient très, très compliqué de les garder, tout simplement parce qu'ailleurs, on leur propose le next step et tout de suite. Oui, c'est c'est pas tant un problème de sollicitation en fait, enfin, si en termes de sollicitation concurrente, mais c'est aussi une problématique presque philosophique en fait, économique et philosophique. On est sur un vrai bouleversement au niveau des talents. Vous faites tous face, tous, sans exception ici, vous faites tous face à des problématiques de talent, soit dans l'acquisition, soit dans la fidélisation, c'est-à-dire le départ des compétences dans d'autres entreprises. Et cela vient en fait d'un changement de paradigme, on va dire, de modèle. On a transformé notre économie en fait, qui était une économie où l'entreprise était gérée un peu de manière familiale en très peu de temps, 60 ans. Il y a encore 60 ans, on avait de l'entreprise à taille humaine, managée, dirigée par son fondateur, passionné par son métier et qui avait le temps de tous les matins d'aller serrer la main de chaque collaborateur. Euh, et on est passé de ce modèle-là à un modèle industriel et à un modèle financier. Et aujourd'hui, on a fait grossir les sociétés, des acquisitions, des fusions, on fait grossir un petit peu tout ce qui est entreprise, société et monde économique. On travaille très rarement maintenant à échelle taille humaine. Et quand on travaille même encore à échelle taille humaine, comme les startups, Mmh. comme ils s'en créent beaucoup en France, et tant mieux, et c'est une bonne nouvelle, mais même les startups ont besoin de tels besoins financiers que le management ou le modèle proposé par le monde du travail n'est plus le même qu'il y a 60 ans. Et en gros, on est passé d'un modèle à la papa, j'aime bien dire à la papa, mais on est passé d'un modèle de management à la papa à un modèle d'entreprise à la fois industrielle et financier. Et ça a des conséquences sur les talents. Je rejoins Ouais. la question parce que je suis parti un petit peu loin, mais Non, non, mais d'ailleurs, c'est intéressant quand on dit «à la papa», ça veut dire quoi? bah, ça veut dire le bon père de famille. Auparavant, c'est ce qu'on disait du fondateur. Il était passionné par un métier qui était souvent beaucoup plus pragmatique, terrain, manuel que la plupart des métiers qu'on a aujourd'hui. On a des métiers de service aujourd'hui. Mmh. Auparavant, on était forgeron, on utilisait de la matière, on fabriquait des meubles en bois et tout. Qui fait ça aujourd'hui en France? Plus grand monde. L'industrie, elle est malheureusement minoritaire par rapport à tout ce qui est activité de service. Aujourd'hui, la force de la France et de l'Europe, c'est sa matière grise, ce sont les services. Et, et le management à la papa, c'était ça. C'était celui qui forgeait sa pièce, qui était passionné par son métier, qui transmettait la passion de son métier à ses collaborateurs et qui avait le temps de manager une équipe à taille humaine, c'est-à-dire de faire un peu de bienveillance, alors qu'il n'avait pas de formation forcément Mmh. comme on a aujourd'hui en ressources humaines. C'est du paternalisme. C'est du paternalisme, Ouais. voilà. Bon, bref, avec ses limites, mais quand même, il y avait cet aspect proximité. Aujourd'hui, on est dans des grandes entreprises ou des entreprises petites, mais qui ont des enjeux financiers, souvent dirigés très rarement par le fondateur passionné de son métier, parce qu'il a souvent très vite revendu sa société. Mmh. Donc, très souvent dirigé par des fonds d'investissement ou des financiers ou des dirigeants qui sont accaparés des entreprises, mais sans s'intéresser franchement à l'homme ou en utilisant l'homme
comme un rouage supplémentaire pour faire tourner la planche à billets. En gros, le but de l'entreprise n'est plus la passion du métier, de vendre, de faire un produit de qualité, du service. Le but de l'entreprise, et on l'a vu aujourd'hui, malheureusement, c'est encore de parler beaucoup de chiffres et d'argent et de générer du profit et tout. Cela, ça a des vraies conséquences sur les hommes et les femmes qui composent ces entreprises. La philosophie a changé. Au départ, il y avait un sens au travail et retrouver, enfin, on avait encore il y a 50, 60 ans un sens au travail. Je suis dans cette entreprise parce que je suis passionné par mon métier, parce qu'on m'a transmis cette passion-là. Alors qu'aujourd'hui, soit on arrive à redévelopper du sens au travail, soit on arrive à remettre du sens et de la responsabilité dans les entreprises et à remettre l'humain au cœur de cette responsabilité, soit on fait ce qui arrive aujourd'hui beaucoup. La compétence, elle n'est pas folle, le talent, il n'est pas fou. Il a vu, l'entreprise veut quoi? Gagner de l'argent? Moi, je vais faire pareil. On va demander soit de la rémunération, soit du sens au travail. Comme on a du mal, on parle de RSE depuis longtemps, on parle de marque employeur. Moi, ça fait 15 ans que je parle de marque employeur et de RSE. Tous les DRH me disent, mais oui, on en fait de la marque employeur RSE. On n'en fait pas vraiment. On n'en fait pas Qu'est-ce qui vraiment. manque alors? Il manque cette prise de conscience sur le marché des talents, qu'on ne peut plus utiliser une ressource juste pour combler un poste. Qu'on ne peut plus faire juste une stratégie d'acquisition de talent. Il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui ont ce titre-là, Talent Acquisition Manager. Sauf que savoir recruter une personne, savoir la faire venir dans votre bureau pour signer un contrat, c'est différent de la faire réellement signer le contrat et pas dans les 52 autres entreprises concurrentes qui, elles, ont développé peut-être du sens, de la responsabilité, des avantages RSE et autres, et la faire rester dans cette entreprise parce que ce n'est pas du bullshit. Et qu'est-ce qui doit être mis en place? On peut se placer évidemment du point de vue du manager IT, mais aussi forcément du côté RH. Qu'est-ce qui doit être mis en place en termes de vision? On va commencer par ça, en haut de la pile, pour arriver à donner du sens. Une vraie stratégie de talent management, c'est-à-dire on ne parle plus de juste parcours candidat, on parle de parcours collaborateur. C'est pour ça que plein de plateformes se développent aujourd'hui. Il faut remettre l'humain au cœur du sujet, donc il faut recommuniquer avec l'humain. Il faut faire à la papa comme on faisait auparavant. Je reprends cette expression, mais il va falloir serrer la main de chaque collaborateur, recommuniquer, réécouter les attentes qu'ils ont pour remettre une vraie stratégie d'évolution de carrière, de qu'est-ce que tu attends aujourd'hui, quel est le poste que je veux t'offrir et comment je peux t'alimenter. Il y a, dans le cadre de l'informatique et des talents tech, il y a une chose qui est importante, c'est les ingénieurs ou la plupart de ceux qui sont passionnés par l'informatique sont passionnés par le fait d'apprendre. Si on coupe cette alimentation de l'apprentissage, si on enlève ce truc-là, ça ne fonctionne plus. En gros, si on recrute un profil développeur, on lui dit « tu vas développer la nouvelle application et tout », il y a toujours une phase d'apprentissage. Il va s'éclater pendant les 4-6 premiers mois. C'est court. Oui, mais c'est très court. Forcément, c'est un ingénieur, il n'est pas bête, il acquiert très facilement la compétence. Parfois, c'est 1 mois, 2 mois. Hein. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il va acquérir très vite la compétence qu'on va lui demander, très simple, de « OK, fais des lignes de code pour répondre à une application, je sais pas, d'asset management sur le marché financier. Fais-nous du VB, Excel, C#, et puis développe ça. » Donc ça peut être effectivement très court. Mais si on ne voit pas au-delà de ça, et on va lui dire, écoute, maintenant que tu as développé ton truc, fais de la tierce maintenance applicative et fais de la formation utilisateur parce que tu connais parfaitement le produit. Si l'ingénieur, au bout de 6 mois, 1 an et demi, il n'apprend plus, on n'alimente plus sa cervelle d'ingénieur ou de passionné informatique, hein, peu importe, il va partir. Finalement, ce qui manque, c'est une vision en termes de développement personnel. Développement de compétences, développement personnel. Là, on rejoint on a 3 activités. Nous, on a le cabinet, je dirige le cabinet EOTeam et on a monté 2 filiales. On a EOTeam, Square Labs et Sowers.
Et on les a dissociés au départ. Et au team, c'est cabinet de recrutement, conseil spécialisé en recrutement. Vous avez besoin d'un talent, vous faites appel à nous. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher le talent, mais si notre client en face, si l'entreprise qui voulait recruter en face n'avait pas de marque employeur, n'avait pas des arguments sérieux pour faire signer le candidat, ça ne servait à rien. Donc, on a fait un cabinet de conseil en marque employeur. OK, mettons en lumière tout ce que vous faites de bien dans votre parcours talent, dans le développement des compétences et tout. Et on a été plus loin, on a créé Sowers, on a parlé de sens au travail et de responsabilité des entreprises. On est cabinet de conseil RSE et on est très orienté sur le social, sur comment la RSE va avoir un impact positif sur l'attractivité des talents et sur les humains qui composent une entreprise. Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qu'il faut réfléchir. Sans sens au travail, il n'y a pas de marque employeur. En gros, si on fait juste de la com pour dire on est super, on est géniaux, mais on n'a pas travaillé sur le réel sens au travail, pourquoi on est ensemble à travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qui fait que ça donne du sens et que c'est responsable dans l'environnement et dans tout ce qu'on entend parler sur la crise climatique et autres? On en a pas mal entendu parler aujourd'hui. S'il n'y a pas de l'essence, c'est-à-dire de la vraie matière dans ces choses-là, on n'alimente pas la marque employeur. Par contre, si on l'a, on peut alimenter une marque employeur positive, une vraie marque employeur, c'est-à-dire pas du greenwashing. Et si on a une marque employeur, on peut recruter. S'il manque une brique, on n'y arrive plus. Ça veut dire que donc la DSI, pour résoudre ces problématiques de recrutement, elle doit travailler main dans la main avec la direction de la communication corporate, la direction des ressources humaines, pour avoir une stratégie de fond. Oui. Et il y a aujourd'hui, vous disiez, il y a beaucoup de gens qui disent je travaille ma marque employeur, mais c'est superficiel. Où est-ce que ça pêche? Je réponds déjà à la première Ouais. question. Effectivement, la DSI va devoir collaborer avec les RH, ça va être indispensable. La communication, oui, mais attention, parce que la communication, depuis 60 ans, elle vend quoi? Les services communication ou les agences de communication vendent quoi? Ils vendent essentiellement du produit et du service. On n'a jamais vendu de la compétence ou de la marque employeur. On n'a jamais mis en valeur l'humain. Les premiers à l'avoir fait, c'était Google quand ils ont filmé les premiers toboggans. Et on s'est dit, ah, ça c'est de la marque employeur, on a inventé le mot. Et on a commencé à copier, on a tous mis un baby-foot dans les entreprises et on dit, OK, on fait de la marque employeur. Mais ça s'est complètement improvisé. Nous, en comparaison à pas mal d'agences de communication qui se disent spécialistes de la marque employeur, nous, on est parti de la finalité, c'est-à-dire le but de la marque employeur, c'est d'attirer les talents et de les retenir. Donc, on est des vrais spécialistes RH, mais qui avons développé des compétences de communication RH interne, externe. Et on est sur le terrain, on est au contact de nos clients. Donc souvent, c'est avec les... Parfois, plutôt, on est avec les responsables communication, on travaille main dans la main avec les responsables communication des entreprises, mais plus que ça, on travaille avec les RH et les DSI. Et c'est les trois ensemble, effectivement, il faut une réflexion au-delà du projet. C'est le projet, quel talent va en face et quel parcours talent je dois mettre en place pour alimenter la cervelle de ceux qui vont travailler sur les projets que nous mettons en place, quoi. Voilà. Ça suppose effectivement aussi d'avoir une approche assez anticipatrice de ce que doivent être les compétences demain. Compliqué dans un monde qui est en bouleversement, en ébullition technologique permanente. Complètement. Et alors malheureusement, nous, on tire l'alarme depuis un petit moment. On voit le gap qui est en train de se faire entre des talents qui ont connu ce changement de philosophie de monde de travail, qui en ont souffert, augmentation du stress au travail, des burn-out. Les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché, ils ont vu leurs parents souffrir au travail parce que ça a donné des vraies souffrances, le manque d'écoute, de considération, le fait d'être considéré comme un pion du jour au lendemain dans une grosse entité ou dans une start-up qui a besoin de rentabilité et qu'on va pousser un petit peu à bout. On voit encore les exemples de Twitter qui a été racheté avec des gros sous et qui peut licencier du jour au lendemain 11 000 personnes. Ça a un impact humain considérable et non seulement sur les gens qui se font licencier, mais sur tous ceux qui le voient. Les témoins. On n'est pas fous.
Les jeunes diplômés, ils ne sont pas fous, ils le voient, ça. Ah, ok, le monde de l'entreprise, c'est une histoire d'argent, de gros sous. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va demander de l'argent et des gros sous, soit on va faire le tour du monde parce que dans 10 ans, on ne pourra plus respirer si les entreprises ne prennent pas leurs responsabilités face aux défis climatiques. Soit on va essayer de chercher, et c'est là où il faut travailler, on va essayer de retrouver du sens dans un travail et dans une entreprise qui va le redévelopper. Et en fait, aujourd'hui, pour attirer des talents, il faut travailler sur le sens de l'entreprise, le sens du travail en tant que tel qu'on va donner à nos collaborateurs et qui vont pouvoir développer, et c'est presque personnalisé. Hein. Il faut presque penser parcours individualisé. Hein. Et responsabilité de l'entreprise au sens large, quoi. Voilà. Un vrai travail de fond. Bah, Ouais, merci pour cet vrai travail de éclairage. fond, On exactement. peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous permet de sortir aussi un petit peu d'une vue un peu trop centrée sur la techno, l'organisation, et puis se rappeler que ce sont des gens derrière qui vont faire tout ça.